Donc, si vous voulez bien, merci d'être présent avec nous. Parce que, avec CRTL, on se disait que les capital humain, les ressources humaines sont toujours la dernière table ronde, alors qu'au contraire, ça devrait être vraiment la première table ronde, puisque vous avez vu, à travers toutes les interventions, il y avait une question qui traversait toutes les interventions, c'était celle du capital humain, celle des ressources humaines. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'important. Donc, c'est le cœur, moi je veux vous dire personnellement, c'est le cœur du réacteur nucléaire, c'est là que les choses se font. Alors il y a plusieurs manières, plusieurs approches pour un petit peu cerner les tenants et aboutissants de l'importance des ressources humaines. Il y a l'approche sociologique, vous savez, il y a une fameuse phrase d'un sociologue, Jean Baudin, qui disait « il n'est de richesse que d'hommes ». D'hommes H, grand, bien sûr, hommes et femmes. Et donc il n'est de richesse que d'hommes. Il y a aussi l'approche économique, c'est donc Lev Levinson qui parlait de capital humain, capital immatériel, qui dans une entreprise pèse aussi lourd, sinon plus lourd que le capital financier. Et donc avec l'idée que ce qui est rare est cher, et justement je voudrais CRTL avec cette idée, puisque vous avez dirigé plusieurs DRH tout au long de votre cursus professionnel, donc ce qui est rare est cher, je voudrais un petit peu votre ressenti sur cette question de ressources humaines. On va peut-être commencer par ça. Dès que j'ai la parole. Très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous. Quand Jawad Belhadou m'a demandé de m'associer à cette table ronde, j'ai tout de suite accepté. J'y ai vu deux avantages. Le premier, c'est de retrouver les amis de l'OSIE que je ne connaissais pas en tant qu'association et de retrouver des experts. Et le deuxième avantage, c'est que, enfin, j'ai vu que les ressources humaines étaient érigées en nerf de guerre, alors que jusqu'à présent, on considérait que c'était peut-être l'argent, ou c'était peut-être l'innovation. En tout cas, c'est bien pour la promotion des ressources humaines de les considérer donc le nerf de la guerre. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est quelques réflexions générales, certainement des généralités ou des banalités pour la plupart d'entre vous. Je voudrais mettre deux alertes d'entrée. Nous sommes en train de parler de ressources humaines de l'entreprise et on fera un focus sur les ressources humaines et civiles. Deuxième alerte, nous parlons des entreprises et ce matin encore on a rappelé avec un peu de regret que les petites et moyennes entreprises qui sont le tissu économique du Maroc n'était pas là. Dont on a parlé ces 2 derniers jours. Donc merci aussi d'avoir présenté ce modèle de conversion. Peut-être la question c'est est-ce qu'on peut dupliquer ce modèle aux autres entreprises? Est-ce qu'elles seraient prêtes par rapport à leurs besoins de faire cette école de formation? Et comme vous dites, bon, je crois que quand le produit est rare, je dis même pas cher, parce que cher on trouve toujours les ressources financières, mais quand le produit est rare, on doit souvent faire preuve d'imagination pour trouver des solutions, et c'est peut-être aussi notre travail. En tant qu'ingénieur, l'ingénierie, c'est ça, c'est trouver des réponses, trouver des... Alors je me tourne vers Serwan Mohamed. Vous avez entendu cet appel à travailler ensemble, et peut-être aussi un mot sur les immenses besoins du secteur. On disait ce matin qu'il y avait, par exemple, en Inde, on formait, je crois qu'il y a 300 000 ingénieurs qui sont formés chaque année. Au Chili, je crois qu'il y a 1 million de Chinois qui sont formés chaque année. Et au Maroc, on peine énormément à former des ingénieurs. C'était le fameux programme que je crois avait lancé à l'école l'EMI, ça remonte à quelques années. Donc, à ce moment-là, quelle est un petit peu si vous pouvez faire une radioscopie des besoins. Bon, tout d'abord, si on compare le Maroc avec la Chine et l'Inde, c'est 2 mondes différents. C'est des continents avec un pays de 30 millions d'habitants, donc il n'y a pas de comparaison, sinon on fait fausse route. Tout d'abord, travailler avec les entreprises, on le fait chaque année. Peut-être pas assez, mais notre travail et le produit qui sort de nos écoles, c'est pour les entreprises, c'est pas pour autre chose. Et donc, notre souhait le plus fort, c'est de travailler avec les entreprises et on souhaite que chaque jour,
qu'une entreprise soit présente dans nos écoles pour donner un séminaire, donner un cours, tutorer les étudiants. Ça, c'est notre réelle demande. Et alors, comment faire pour approcher les entreprises des écoles? Bon, il y a du volontarisme, il y a du militantisme, et puis il faut que les écoles d'ingénieurs, les entreprises soient chez nous pour recruter, pour nous dire qu'est-ce qu'il faut comme besoin. Alors, on le fait. Ce forum, par exemple, de l'OSI est là aussi pour nous indiquer un peu les tendances. On rencontre les gens dans les post-cafés, les déjeuners, etc. Et ça, donc, les différentes discussions sont très intéressantes et on tient compte, je vous le dis, on tient compte de toutes les remarques qu'on entend. Alors, pour la formation en elle-même, alors il y a la formation qualifiante et le bel exemple qu'on a que Sylvie a expliqué maintenant, c'est un bel exemple de travail entre une entreprise et deux écoles d'ingénieurs. Donc dans la formation qualifiante, et on sait faire ça. Et donc on l'a fait plusieurs fois, et chaque fois les lauréats des formations qualifiantes sont insérés et ils sont bien comportés dans l'entreprise. Et donc on peut dupliquer chaque année ces expériences. On peut aussi, il y a une autre formule, c'est la formation par alternance. L'entreprise peut recruter un certain nombre d'étudiants et ils passent une partie de leur temps dans une école d'ingénieur et une autre partie dans l'entreprise. Et on est prêt à faire cette expérience qui n'a pas été encore faite dans nos écoles d'ingénieurs, mais on est prêt à le faire pour les entreprises qui souhaiteraient réaliser ce genre de formation. Alors concernant, bien entendu, le cœur de notre travail dans les écoles d'ingénieurs, c'est la formation initiale. Et donc, alors, il y a, bien entendu, l'initiative importante qui a été lancée en 2006 par le gouvernement marocain, qui est l'initiative des mines ingénieurs, donc à l'horizon 2010. On est en 2010, donc on peut faire un bilan de cette initiative. De ces 10 000 ingénieurs, donc l'objectif c'était de former 40% dans les domaines de technologie de l'information. Alors, pour cette initiative, ce n'était pas uniquement les grandes écoles d'ingénieurs comme l'IMPT, l'INSEAD, comme Média qui étaient impliqués, mais aussi les INSA, les facultés de sciences, les facultés de sciences et techniques, et aussi les écoles privées. Donc, alors, on peut dire que nous avons atteint ces objectifs. Donc, on est à peu près à 10 000 et quelques qui ont été formés à la fin de 2009. Donc, on a atteint nos objectifs même avant 2010. Alors, ces augmentations, moi, à l'INSEAD, je l'ai vécu de façon intense, parce qu'on a augmenté de façon significative nos promotions. Donc je peux vous dire qu'on a démarré, l'INSEAD a démarré en 1992 avec 42 étudiants en première année. Cette année, par exemple, en 2009-2010, la promotion qui est en première année actuellement, c'est 230. Et dans 2-3 ans, on arriverait à des promotions de 300. On voit et c'est la même chose à l'IMPT, donc c'est des grosses promotions. Donc nous sommes devant maintenant de nouveaux défis. C'est comment garder la qualité de la formation au niveau de nos écoles. Alors il faut savoir aussi que cette initiative des mines ingénieurs vient à sa fin, mais il y a une autre initiative beaucoup plus importante, qui s'appelle le programme NEGER, le programme d'urgence, qui est spécifique pour les universités. Et dans le cadre de l'autonomie des universités, toutes les
et ça donne plus d'autonomie d'université pour mieux répondre à ce défi des ressources humaines. Donc cette initiative a été signée, donc c'était programmes, contrats qui ont été signés entre l'État et les universités qui ont été signés le 6 octobre 2009. Donc la signature était présidée par Sa Majesté le Roi. Donc on va continuer. Donc ça veut dire on n'est pas arrivé à la fin de l'initiative 10 000 ingénieurs, mais ça ne veut pas dire on arrête. On continue. On sait que nous avons besoin d'emport de ressources et on travaille. Tous les opérateurs, je vous le dis, tous les opérateurs de la formation travaillent et ils travaillent. Donc ça veut dire qu'ils s'impliquent. Nous avons l'État nous donne plus de ressources financières, aussi de ressources humaines pour recruter de nouveaux professeurs. On est en train de construire de nouveaux locaux pédagogiques, de nouvelles résidences pour les étudiants. Donc il y a beaucoup de choses qui se font et donc je crois que l'université marocaine sera au rendez-vous de ces chantiers, de ces grands chantiers nationaux qui sont lancés par Sa Majesté. Je voudrais aussi ajouter qu'on augmente les effectifs, mais aussi on essaie de diversifier l'offre de formation. Les différentes spécialités qu'on offre dans nos écoles sont de plus en plus nombreuses pour essayer de coller aussi aux différents chantiers qui sont lancés. Je vous donne un exemple de la licence que je connais bien. Il y a le chantier de la logistique qui vient d'être lancé. Je peux vous dire qu'on est réactif et l'année prochaine, on lance une formation au niveau ingénieur d'État sur l'ingénierie de la logistique. Donc on essaie d'être réactif pour donner aux entreprises et au Maroc les ressources dont on a besoin. Donc là, pour terminer, il y a un travail important qui est fait dans les universités, dans des écoles d'ingénieurs. Et l'autre, c'est pas on ne forme pas, mais vous pouvez contribuer de façon efficace dans la formation. Il y a les stages, ça j'y tiens à le dire, les stages, les prochaines d'études, on a besoin de réels stages en entreprise pour nos étudiants. Et puis, on a besoin des entreprises qui viennent dans les écoles d'ingénieurs, parce que l'étudiant, les élèves ingénieurs ont besoin de voir autres personnes que leurs professeurs dans les écoles. Et donc ça, c'est un appel appuyé à toutes les employés. Vous êtes chez vous dans les écoles d'ingénieurs et dans l'université en général. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci Sylvain. Peut-être qu'il y a un défi qui reste toujours, et il sera toujours là, celui de la qualité, même si vous essayez de relever en termes de locaux, en termes de nouveaux modules, en termes de diversification de l'offre. Et donc, vous prenez à cœur deux soucis majeurs, dites-vous, c'est ce problème d'adéquation entre les besoins et la formation. Voilà, donc par exemple, de plus en plus, en étant plus réactif par rapport aux besoins du marché, par exemple, l'exemple que vous avez donné, celui de la logistique. Mais le deuxième souci, c'est toujours l'ouverture sur le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est très important. Vous faites un appel pour que l'entreprise s'intègre davantage. Les allers-retours constants entre ces deux mondes, l'université et l'entreprise. Moi, je me souviens déjà depuis pratiquement 2 décennies, quand il était ministre de l'Éducation, il avait mis un truc sur rapprochement entre ces deux mondes. Et c'est vrai qu'il faut davantage travailler parce que c'est pour répondre aux besoins de l'entreprise. Et puis bon, mais je vois que 2 décennies plus tard, c'est toujours la même question qui est là. Merci beaucoup, Sylvain. Peut-être donc une autre tonalité avec ces chers amis. Donc on va l'écouter avec intérêt par rapport au directeur de l'IMPT. Donc toujours sur ce même thème de besoins en formation. Merci madame. Je voudrais d'abord remercier Lucie pour son invitation. Ça me fait particulièrement plaisir d'être parmi vous, participer à ce
débat, très intéressant. Alors, moi j'avais une petite présentation, ça permettra d'ailleurs de faire le lien entre ce qu'a dit mon ami Sidbar et ce qu'a dit aussi mon ami Sidbar, parce que le lien il est bien là. Je suis d'abord bien heureux de constater que nous avons un référentiel, parce que je me suis toujours préoccupé, c'est un outil de travail dans les écoles d'ingénieurs. On l'oublie souvent, mais pour nous c'est très important. Ce référentiel métier nous est absolument fondamental. Et cette initiative, je pense que, à mon sens, je crois que c'est la première initiative que je connais au Maroc, d'essayer de faire, d'avoir un référentiel marocain, puisque jusqu'à présent, on a toujours travaillé sur des référentiels qui ne sont pas les nôtres, malheureusement. Et d'ailleurs, je vais en parler tout de suite, comment dans une école d'ingénieurs, en fait, on aborde cette problématique finalement de mise en place de cursus, parce que vous allez voir que ce n'est pas simple. Bon, ça se passe sur des référentiels, sur aussi des benchmarks, parce qu'on regarde aussi ce que font les copains d'à côté, c'est bien naturel. Et bien sûr, on a aussi un regard vers les entreprises, évidemment. On consulte les entreprises, les lauréats aussi sont consultés, je dirais, dans cette démarche. Bien. Donc, effectivement, bon, j'ai commencé un petit peu ma présentation par, en fait, quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. En fait, c'est une école, je veux dire, c'est une petite école d'ingénieurs, en fait. Mais bon, j'ai trouvé que finalement, ce que j'ai écrit avait une très forte corrélation avec tout ce qui s'est dit, je dirais, lors de ces assises. C'est d'abord, en fait, j'ai bien souligné une chose très importante, c'est que les frontières aujourd'hui, au niveau SI, frontières entre exploitation, production, décisionnelle et stratégique, ces frontières sont en train de s'estomper, finalement. Et puis, on a aussi, aujourd'hui, on va retrouver, vous avez parlé du cloud ce matin, en fait, ça apparaît dans les dernières phrases, en fait, on va retrouver tout ce qui est service, finalement, tout ce qui est, bon, tout ce qui est software as a service, on le retrouve, finalement. Et donc, vous voyez que, bon, déjà, cette préoccupation au niveau d'une petite école d'ingénieurs, elle est là, elle est bien là. Donc, évidemment, quand on fait des programmes, on commence toujours par voir un petit peu effectivement les métiers. On a ces référentiels, qui dressent un petit peu une panoplie des métiers. Là, j'ai un petit peu pris des métiers finalement, je dirais, au niveau système d'information. Évidemment, j'ai mis en face les secteurs un petit peu les plus recherchés. Bon, ça n'est pas aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui n'est pas propre au Maroc, mais aujourd'hui les télécoms, en fait en France, sont aujourd'hui, je dirais, parmi, les secteurs les plus recherchés en termes en fait de DSI. Mais bon, c'est une donnée qui est importante. Bien sûr, on voit apparaître d'autres secteurs, bien entendu, évidemment traditionnels, comme les banques, évidemment les assurances, et j'en passe. Bon, mais c'est très important ce que je dis là, parce qu'on a du mal parfois à inculquer à nos étudiants le fait qu'ils doivent aller, en fait, souvent travailler pour, je dirais, hors du secteur des télécoms, aller travailler pour une société d'assurance, aller travailler pour, je dirais, une banque. C'est des choses qui, aujourd'hui, dans la culture de nos